Cette vidéo a pour but d'informer et d'éduquer. Elle explore les aspects sombres et complexes du crime organisé à Montréal à travers la vie de Gregory Woolley. Les événements décrits sont basés sur des faits réels, mais cette vidéo ne cherche en aucun cas à glorifier ou à encourager des comportements criminels. Certaines scènes peuvent être choquantes. Nous conseillons aux spectateurs de faire preuve de discernement. Une Lamborghini criblée de balles, une guerre sans fin dans les rues de Montréal, et un homme qui a défié toutes les probabilités. Voici Gregory Woolley, l'un des criminels les plus influents et controversés du Canada. À la fois protégé et paria, il a régné sur le crime organisé montréalais avec une poigne de fer, s'imposant là où personne ne l'attendait. Son nom, synonyme de pouvoir et de violence, suscite autant la crainte que la fascination. Mais qui était réellement cet homme? Issu de quartiers oubliés, est-il devenu le pivot d'un réseau criminel tentaculaire orchestré par des figures comme les Hells Angels et la mafia italienne? Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire d'ascension fulgurante, de trahison brutale et d'une chute inévitable. Une histoire où chaque choix est une question de vie ou de mort. Dans les années 1970, Montréal était une ville en mutation. Tandis que le Québec vivait la Révolution tranquille, un afflux massif d'immigrants haïtiens redessinait le paysage démographique et culturel de la métropole. Ces familles fuyaient la misère, la corruption et la dictature de Jean-Claude Baby Doc Duvalier, espérant une vie meilleure au Canada. Mais à leur arrivée, l'espoir se heurtait à une réalité bien plus dure. Installées dans des quartiers défavorisés comme Saint-Michel et Saint-Léonard, ces communautés faisaient face à la pauvreté, au racisme et à un quotidien où les opportunités se faisaient rares. C'est dans cet environnement hostile que germent les premiers gangs de rue, écho d'une colère sociale et d'un besoin de survie. Dans les années 80, ces gangs se structurent. Les Master B, les Boga et d'autres groupes se disputent un territoire déjà sous la coupe de la mafia italienne et des Hells Angels. Ils deviennent les exécutants d'organisations criminelles plus puissantes, des rouages dans une machine qu'ils n'ont pas conçue. Au milieu de ce chaos, Gregory Woolley s'impose. Charismatique et ambitieux, il ne se contente pas de suivre les règles, il commence à les redéfinir. Dès ses débuts, Woolley montre qu'il n'est pas un pion comme les autres. Il trace son propre chemin, posant les bases de l'empire criminel qui fera de lui une figure incontournable. Gregory Woolley naît à Port-au-Prince, Haïti, le 26 février 1972, au cœur d'un pays marqué par la pauvreté et la répression sous un régime autoritaire. Face à l'absence de perspective, ses parents prennent une décision radicale, quitter leur terre natale pour Montréal. L'espoir d'un avenir meilleur s'éteint rapidement dans les rues du quartier Saint-Michel, où la famille Woolley s'installe. Pour un jeune garçon noir, chaque jour est un combat. Confronté aux discriminations et à une exclusion systémique, Gregory apprend très tôt à se battre, développant une résilience qui deviendra sa marque de fabrique. Dans les années 70 et 80, le quartier Saint-Michel devient le terreau des premiers gangs de rue. Pour des jeunes marginalisés, ces groupes sont plus qu'une échappatoire. Ils représentent une chance de s'imposer dans un monde qui les rejette. Gregory Woolley grandit au cœur de ce chaos, observant, analysant et absorbant chaque leçon de survie. Adolescent, il se distingue rapidement. Doté d'un charisme magnétique, d'une intelligence froide et d'un instinct de survie affûté, Woolley comprend que la violence et le pouvoir sont les seules monnaies d'échange dans cet univers. Plutôt que de se contenter de suivre les règles, il les dissèque, apprenant à manipuler ce système brutal à son avantage. Ces premières années marquent les fondations d'un parcours qui le mènera au sommet du crime organisé montréalais. À 17 ans, Gregory Woolley entre dans le monde du crime en rejoignant Master B, un gang de rue composé majoritairement de jeunes hommes haïtiens opérant dans les quartiers les plus défavorisés de Montréal. Cette même année, il marque le milieu criminel d'un acte brutal. Son premier meurtre connu. La victime, un rival au sein de la communauté haïtienne, est exécutée avec une précision qui sidère autant qu'elle terrifie.
Ce meurtre méthodique lui vaut un surnom qui le suivra toute sa vie, Picasso. Un sobriquet à la fois ironique et glaçant, symbolisant une violence calculée et un sens stratégique rare. Woolley gravit rapidement les échelons de Master B, prouvant qu'il est bien plus qu'un simple exécutant. Sa capacité à gérer les crises et à maintenir l'ordre dans un environnement chaotique attire l'attention, mais ses ambitions dépassent de loin les limites du gang. Visionnaire, il comprend que le véritable pouvoir réside ailleurs, chez les Hells Angels et la mafia italienne, qui manipulent les gangs de rue pour servir leur intérêt dans le trafic de drogue et les exécutions ciblées. Contrairement à beaucoup, Woolley refuse de rester un pion. Il étudie les rouages du système, décortique ses mécanismes et trouve les failles à exploiter. Ce n'est pas la soumission qui l'intéresse, mais le contrôle. À la fin des années 80, Gregory Woolley franchit un cap décisif en attirant l'attention de Maurice Mom Boucher, chef redouté des Hells Angels au Québec. Leur alliance, improbable à première vue, repose sur une logique stratégique froide et des ambitions alignées. Ancien membre des SS, un gang de motards suprémacistes blancs, Boucher symbolise les contradictions d'une organisation où le racisme coexiste avec un pragmatisme impitoyable. Malgré les préjugés profondément ancrés au sein des Hells Angels, Boucher perçoit immédiatement l'utilité de Woolley. Ce dernier se distingue par son intelligence tactique, son charisme et une discipline rare, mais surtout par une loyauté qui fait de lui un allié fiable. En Woolley, Boucher voit une passerelle vers les gangs haïtiens de Montréal, un levier stratégique pour renforcer son emprise sur des territoires jusque-là hors de portée. Conscient que les règles raciales des Hells Angels interdisent l'intégration officielle d'hommes noirs, Boucher contourne cette limitation en nommant Woolley garde du corps personnel. Ce rôle stratégique place ce dernier au centre des décisions, lui offrant une position privilégiée pour observer et comprendre les rouages du pouvoir au sein de l'organisation. Pour Boucher, Woolley devient un atout indispensable dans la gestion des relations avec les gangs de rue et le contrôle du trafic de drogue. Pour Woolley, cette proximité lui ouvre des perspectives uniques, lui permettant de bâtir des alliances solides et de consolider son influence. Cependant, des tensions subsistent. Les différences raciales et culturelles, bien que masquées par leur pragmatisme, nourrissent une méfiance latente. Malgré ces défis, leur partenariat constitue une étape clé dans l'évolution de Woolley, marquant son entrée dans les hautes sphères du crime organisé. En 1998, Gregory Woolley atteint un nouveau sommet en devenant président des Rockers, le bras armé des Hells Angels. Ce gang de motards, créé pour exécuter les basses œuvres de l'organisation, a pour mission d'imposer l'ordre, assassinat, collecte de dettes et répression des rivaux. Cette promotion fait de Woolley le premier homme noir à diriger un club de motards hors la loi au Canada, un fait marquant dans un milieu régi par des codes raciaux rigides. Ce statut exceptionnel illustre son influence croissante et sa capacité à transcender les barrières grâce à une loyauté sans faille et une intelligence stratégique. Les Rockers, surnommés l'Escadron de la mort, sont divisés en deux unités opérationnelles. L'équipe de baseball se charge des agressions, des incendies criminels et des intimidations. L'équipe de football, plus redoutée, est spécialisée dans les meurtres ciblés, éliminant méthodiquement les ennemis identifiés par les Hells Angels. Sous la direction de Woolley, ces deux factions deviennent des instruments de terreur, jouant un rôle central dans la guerre des motards des années 90. Ce conflit sanglant opposant les Hells Angels aux Rock Machine pour le contrôle du trafic de drogue au Québec laisse plus de 150 morts, incluant des civils pris dans la violence. À la tête des Rockers, Woolley supervise certaines des opérations les plus brutales, consolidant leur réputation de gang loyal et impitoyable. Lui-même accusé de 11 meurtres commis lors de la guerre des motards dans les années 90, mais dont il n'a jamais été trouvé coupable, Woolley parvient à se rapprocher davantage des sphères stratégiques des Hells Angels, tout en affirmant son rôle comme l'un des criminels les plus redoutés du Québec. Gregory Woolley joue un rôle central dans la guerre des motards. En décembre 1996, il exécute Pierre Beauchamp, un membre des Rock Machine, sur ordre direct de Maurice Mom Boucher. Ce meurtre, froidement planifié, démontre une loyauté absolue et une efficacité redoutable. Beauchamp,
abattu dans son camion alors qu'il consultait son beeper, n'a aucune chance. Woolley, accompagné de René Balloun Charlebois, se débarrasse ensuite de l'arme du crime près d'une station de métro avant de disparaître. Cet acte s'inscrit dans une stratégie plus large des Hells Angels visant à éradiquer les Rock Machines et à s'approprier leur territoire. Sous le commandement de Woolley, les Rockers deviennent un instrument clé de cette campagne, enchaînant les attaques ciblées et les actes d'intimidation. Les Rockers, selon des rapports d'informateurs, prélèvent jusqu'à 30% des bénéfices du trafic de drogue dans les zones conquises, une récompense pour leur rôle dans l'élimination des rivaux. Ces revenus ne servent pas seulement à enrichir les Hells Angels, ils renforcent aussi l'autorité de Woolley, dont l'influence s'étend bien au-delà des Rockers. À la fois exécutant et stratège, il s'affirme comme un acteur incontournable, capable de gérer des opérations complexes et de maintenir l'ordre dans un univers où la trahison peut coûter la vie. En 1998, Gregory Woolley opère un changement stratégique majeur en fondant le Syndicate. Déjà influent auprès des Hells Angels, il mobilise un réseau de jeunes hommes d'origine haïtienne partageant des valeurs d'ambition et de loyauté. Contrairement aux gangs désorganisés de l'époque, le Syndicate se distingue par une structure hiérarchisée calquée sur les méthodes des Hells Angels et de la mafia italienne. Cette discipline rigoureuse et une organisation méticuleuse permettent au groupe de s'imposer rapidement dans des territoires clés comme Saint-Michel et Hochelaga-Maisonneuve, dominant le trafic de drogue et d'autres activités lucratives. Cependant, cette montée en puissance ne se fait pas sans opposition. Les Bogas, dirigés par Beauvoir-Jean, un ancien camarade de Woolley chez Master B, voient d'un mauvais œil l'ascension fulgurante du Syndicate. Rebaptisés Bloods, ils intensifient leur rivalité avec Woolley, mêlant intérêts criminels et tensions personnelles. Leur campagne de propagande, axée sur les accusations de trahison envers la communauté haïtienne, vise à ternir la réputation de Woolley tout en dénonçant ses liens avec les Hells Angels. Mais cette rhétorique cache une contradiction. Les Bogas eux-mêmes collaborent étroitement avec la famille Rizzuto, tout aussi élitiste. Pragmatique, Woolley se détourne des querelles identitaires et renforce son alliance avec les Hells Angels, qu'il considère comme essentielle à sa stratégie de domination. Il consolide également un partenariat avec les Crips montréalais, rivaux naturels des Bloods. Cette coalition devient une force redoutable, s'imposant dans les quartiers stratégiques avec une brutalité implacable. Sous sa direction, ces alliances transforment le Syndicate en une machine de guerre écrasant toute opposition. Pour sécuriser son empire, Woolley s'inspire des pratiques des Hells Angels en instaurant des règles strictes. Chaque trafiquant opérant sur son territoire doit payer une taxe et déposer des cautions pour garantir les transactions. Ce système dissuade la trahison tout en maximisant les profits. Il impose également une hiérarchie stricte, assurant une discipline qui renforce l'efficacité de son réseau. En parallèle, Woolley orchestre la fusion du Crackdown Posse avec les Rockers, étendant encore son influence. Cette manœuvre stratégique, combinée à son contrôle sur le Syndicate, fait de lui une figure centrale du crime organisé montréalais à la tête d'un réseau complexe et tentaculaire. Contrairement aux célèbres Crips et Bloods de Los Angeles, dont les réseaux sont interconnectés à l'échelle nationale, leurs homologues montréalais opèrent de manière indépendante, sans lien direct avec les gangs américains. Cette discipline transforme le Syndicate en une entité redoutablement efficace où chaque action est méticuleusement planifiée. La combinaison de terreur calculée et de stratégie méthodique lui permet de dominer les territoires qu'il contrôle et de consolider sa mainmise sur le marché de la drogue. Cette approche hybride, alliant brutalité et vision à long terme, propulse Woolley au sommet d'un réseau criminel redouté et puissant. En quelques années, Gregory Woolley devient un acteur incontournable du crime organisé à Montréal. Sa capacité à servir de lien stratégique entre trois grandes puissances criminelles, les Hells Angels, la mafia italienne et les gangs de rue, lui confère une influence inédite. En maître négociateur, il orchestre des alliances fragiles mais essentielles, permettant à chaque groupe de tirer profit de cette coopération tout en préservant ses propres intérêts. Grâce à cette position centrale, Woolley contrôle des territoires clés comme Hochelaga-Maisonneuve, Saint-Michel et le centre-ville de Montréal,
des zones vitales pour le trafic de drogue. Mais son ambition dépasse la simple domination géographique. Il réorganise profondément les gangs de rue, autrefois fragmentés, en instaurant une hiérarchie stricte et des règles uniformes. Tous les membres de son réseau, du revendeur au courtier, doivent s'acquitter de taxes et garantir leurs transactions par des cautions, réduisant ainsi les risques de trahison ou d'échec. Cette structure disciplinée transforme le paysage criminel montréalais. Sous la direction de Woolley, le chaos anarchique des gangs laisse place à une organisation méthodique, presque corporative, où chaque rouage sert un système centralisé et implacable. À l'apogée de son empire, Gregory Woolley dirige un réseau de trafic de drogue d'une ampleur inédite. Les profits générés sont vertigineux. Un revendeur a rapporté avoir acheté 90 kilos de farine blanche directement auprès de Woolley en seulement 4 ans, chaque kilo valant entre 30 000 et 45 000 $. En extrapolant ce chiffre au grand nombre de distributeurs sous son contrôle, c'est un flux annuel de centaines de kilos de farine blanche qui inonde les rues de Montréal, rapportant des dizaines de millions de dollars. Ce contrôle méthodique illustre la capacité de Woolley à transformer le crime en une entreprise économique implacablement efficace. Pour sécuriser cet empire, Woolley mise sur des alliances stratégiques. Lors de réunions avec des acteurs influents comme les Hells Angels et la famille Rizzuto, il négocie avec précision la répartition des territoires, les taxes imposées aux trafiquants et les opérations clandestines. Ces discussions ne se limitent pas à prévenir les conflits. Elles maximisent les profits en consolidant les chaînes d'approvisionnement et en renforçant les liens entre les factions. Souvent décrit comme un faiseur de paix, Gregory Woolley agit moins par altruisme que par pragmatisme, veillant à la fluidité des opérations criminelles entre les grandes factions de Montréal. Lors des réunions entre les Hells Angels et la mafia Rizzuto, il joue un rôle clé en négociant la répartition des territoires et des profits issus du trafic de drogue, du blanchiment d'argent et des paris illégaux. Ces rencontres, mises en lumière par le projet Mago, révèlent sa position unique de médiateur entre des organisations traditionnellement rivales. Documentées par des écoutes et enregistrements secrets, ces réunions montrent que Woolley ne se limite pas à un rôle d'intermédiaire. Stratège respecté, il anticipe les priorités de chaque camp et participe activement à la planification des opérations, notamment les assassinats ciblés visant des rivaux comme Reynald Desjardins. Ces conversations, où il collabore directement avec Leonardo Rizzuto et Stefano Solicito, confirment qu'il est perçu comme un égal par ces figures du crime organisé, un statut exceptionnel pour un chef de gang de rue. Sous la supervision de Gregory Woolley, des gangs comme le Syndicate et le Crackdown Post deviennent des rouages essentiels du réseau criminel montréalais. Opérant dans des quartiers stratégiques comme Saint-Michel et Hochelaga-Maisonneuve, ils assurent la distribution massive de farine blanche et d'autres drogues, générant des millions de dollars. Pourtant, derrière cette façade de stabilité, les tensions s'accumulent. Malgré les alliances stratégiques, Woolley sait que leur durée est limitée. Les gangs de rue qu'il dirige commencent à remettre en question leur rôle dans un système où ils se sentent relégués derrière les Hells Angels et la mafia Rizzuto. Ces frustrations atteignent un point critique lorsque des leaders rivaux, comme Chénier Dupuis des Beaux-Gars, rebaptisés Bloods, dénoncent publiquement Woolley, l'accusant de collaborer avec une organisation perçue comme raciste. Les lourdes taxes imposées et le contrôle rigoureux de Woolley nourrissent également des complots pour affaiblir son autorité. Ces tensions dégénèrent en violence, notamment après une tentative de fusion orchestrée par Woolley entre les gangs d'allégeance rouge et bleue. Cette initiative échoue tragiquement, culminant avec les assassinats de Dupuis et de Lamartine-Paul sévère en 2012. Malgré ces défis, Woolley reste un stratège redoutable. Il exploite habilement les divisions entre ses adversaires tout en renforçant ses alliances avec les Hells Angels et la mafia Rizzuto. Ces manœuvres lui permettent de protéger son empire et de maintenir sa position centrale dans l'écosystème complexe du crime organisé montréalais. La montée en puissance de Gregory Woolley dans le crime organisé attire inévitablement l'attention des autorités, qui intensifient leurs efforts pour démanteler les réseaux qu'il contrôle. Dès les années 2000, il devient une cible prioritaire des enquêtes sur le crime à Montréal.
En 2001, l'opération Printemps 2001 mobilise plus de 2000 agents pour mettre fin à la guerre des motards, un conflit qui a fait plus de 150 morts au Québec. Woolley, alors président des Rockers, est au centre de cette offensive. Impliqué dans des assassinats, des extorsions et le trafic de drogue, ce groupe joue un rôle clé dans le réseau des Hells Angels. Les accusations portées contre Woolley sont graves: complot pour meurtre, trafic de stupéfiants et association criminelle. Les preuves incluent des écoutes téléphoniques et des échantillons d'ADN le liant à des crimes majeurs, dont le meurtre de Pierre Beauchamp. Pourtant, il échappe aux condamnations les plus sévères grâce à des failles dans les témoignages, des erreurs procédurales et son refus catégorique de collaborer avec les autorités. Son silence face aux enquêteurs renforce son aura de figure légendaire. Décrit comme un homme qui ne parle jamais, Woolley gagne le respect du milieu pour sa loyauté inébranlable et son respect des codes criminels. Cette réputation fait de lui un allié de confiance pour des organisations comme les Hells Angels et la famille Rizzuto, consolidant son statut au sommet du crime organisé montréalais. En 2005, Gregory Woolley est condamné à 13 ans de prison pour complot en vue de meurtre, gangstérisme et trafic de stupéfiants. Cette peine aurait pu marquer la fin de son règne, mais il parvient à maintenir son influence même derrière les barreaux. Grâce à son charisme et à un réseau solidement établi, il reste une figure clé du crime organisé montréalais. En 2009, le projet Axe révèle qu'il supervise toujours le trafic de drogue depuis sa cellule. En s'appuyant sur des intermédiaires fiables et des communications codées, il assure la continuité des opérations sur ces territoires, notamment à Hochelaga-Maisonneuve et Saint-Michel, tout en préservant les profits de son organisation. Cette découverte entraîne une nouvelle condamnation, ajoutant 4 ans à sa peine. Malgré cela, Woolley ne perd rien de son ascendant. Durant son incarcération, il renforce ses alliances avec des figures influentes des Hells Angels et de la famille Rizzuto, consolidant sa position dans le paysage criminel. En 2011, à sa libération sans condition, il refait surface aux côtés de Leonardo Rizzuto, Stefano Solicito et de motards notoires, un signe clair qu'il reprend les commandes. Cette résurgence attire l'attention des autorités, qui intensifient leur surveillance. Fidèle à sa réputation, Woolley opère avec discrétion, multipliant les rencontres stratégiques et reprenant le contrôle de ses opérations. Les années passées en prison n'ont en rien affaibli son pouvoir, confirmant sa place incontournable dans le crime organisé montréalais. En 2015, lors du projet Mago, Gregory Woolley est arrêté dans le cadre d'une enquête majeure visant à démanteler une alliance stratégique entre la mafia italienne, les Hells Angels et les gangs de rue montréalais. Cette coalition, dirigée par Leonardo Rizzuto et Stefano Solicito pour la mafia, s'appuyait sur Woolley pour coordonner les interactions entre les différents groupes. Les enregistrements capturés révèlent des discussions détaillées sur le partage des profits du trafic de drogue, les taxes imposées aux revendeurs et des plans d'assassinat ciblés pour éliminer les rivaux ou consolider leur pouvoir. Les preuves sont cette fois accablantes. Les écoutes téléphoniques et documents saisis démontrent le rôle central de Woolley, chargé de superviser les flux de drogue et de maintenir la discipline parmi les gangs de rue. Parmi les pièces incriminantes figurent des conversations où il planifie des meurtres et discute de stratégies pour échapper à la vigilance des autorités. Fidèle à son code, Woolley reste de marbre lors des procès. Il refuse de coopérer ou de dénoncer ses associés, un comportement qui lui vaut le respect des cercles criminels, mais aussi des peines sévères. Condamné pour complot en vue de trafic de stupéfiants et gangstérisme, il est emprisonné pour une durée prolongée, marquant ce qui semble être le début de sa chute. Cependant, son incarcération n'éteint pas son influence. Même derrière les barreaux, Woolley conserve une autorité morale et stratégique sur les gangs de rue, obligeant les autorités à surveiller ses activités de près. Si cette condamnation marque un tournant dans le paysage criminel montréalais, une question demeure. L'empire de Woolley est-il vraiment éteint? Alors que Gregory Woolley reste une figure influente du crime organisé montréalais, sa position centrale le rend vulnérable aux rivalités internes et aux ambitions personnelles au sein des factions qu'il a unifiées. Les alliances entre les Hells Angels, la mafia italienne et les gangs de rue commencent à se fissurer, menaçant l'équilibre qu'il a laborieusement construit. En 2012, un événement décisif vient exacerber ces tensions. Chénier Dupuis, ancien allié de Woolley et chef des Beaux Gars, est abattu dans le stationnement des Galeries d'Anjou.
Cet assassinat survient après une série de confrontations publiques, dont une réunion dans les Laurentides où Dupuis avait humilié Woolley en le giflant devant d'autres chefs de gang. Ces affronts, suivis d'altercations violentes, intensifient leur conflit. Bien que Woolley ne soit jamais inculpé, la rapidité de l'exécution, suivie du meurtre de Lamartine Sévère-Paul, un proche de Dupuis, renforce les soupçons d'une manœuvre orchestrée pour affirmer son autorité. Ces assassinats affaiblissent les beaux gars, permettant à Woolley de consolider son emprise sur les factions dissidentes. Cependant, cette victoire est de courte durée. Certains membres refusent de se soumettre, déclenchant une fragmentation accrue des gangs de rue. Cette instabilité, combinée aux pressions des autorités et aux luttes de pouvoir internes chez les Hells Angels et la mafia Rizzuto, fragilise les alliances sur lesquelles repose l'empire de Woolley. Cette élimination stratégique intensifie la violence à Montréal, exposant davantage la fragilité de la position de Gregory Woolley. Les tentatives d'assassinat à son encontre se multiplient, révélant une instabilité croissante au sein des réseaux criminels. Les attaques prennent des formes brutales, voitures incendiées devant les résidences de ses alliés, fusillades en plein jour et bombes artisanales visant des cibles stratégiques. Ces actes reflètent une guerre des territoires où règlements de compte, représailles et luttes de pouvoir s'entremêlent. Montréal, déjà meurtri par des décennies de conflits sanglants, devient un véritable champ de bataille avec Woolley au centre des hostilités. Les gangs de rue, excédés par les taxes et les restrictions imposées, contestent son autorité, tandis que les Hells Angels et la mafia, méfiants face à son influence croissante, surveillent ses actions. Ce climat explosif transforme la ville en un théâtre de violence incessante où chaque attaque déclenche une riposte encore plus féroce. Les menaces contre Gregory Woolley ne viennent pas seulement de ses rivaux. Son influence grandissante suscite une méfiance croissante parmi ses propres alliés, notamment au sein des Hells Angels et de la mafia italienne. Certains dirigeants commencent à le percevoir comme une menace à leur propre pouvoir. Son rôle de médiateur, autrefois essentiel pour apaiser les tensions et maximiser les profits, devient une source de discorde. Plusieurs chefs influents craignent qu'il ne profite de cette position stratégique pour accroître son emprise au-delà des limites acceptables. Ces craintes alimentent des tensions internes. Des discussions confidentielles émergent parmi les hauts gradés des Hells Angels et les capots de la famille Rizzuto, certains suggérant de restreindre son accès aux ressources ou de l'écarter progressivement des négociations clés. Ces manœuvres discrètes transforment les relations de Woolley en un terrain miné où chaque interaction devient un affrontement voilé. Malgré cette pression, Woolley continue de manœuvrer avec habileté, jonglant entre les intérêts divergents de ses partenaires et maintes fois imposant son autorité sur les gangs de rue. Mais les fissures commencent à apparaître. À mesure que les ennemis se multiplient et que ses alliés deviennent méfiants, une réalité implacable se profile. L'homme qui avait dominé le monde du crime organisé glisse irrémédiablement vers une chute inévitable. Woolley, autrefois respecté pour sa capacité à équilibrer violence et alliances stratégiques, perd peu à peu le contrôle. Ces alliances, longtemps les fondations de son empire, deviennent des entraves qui accélèrent sa déchéance. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 18h. C'est un véritable séisme dans le milieu du crime organisé. Gregory Woolley, une tête dirigeante qui est liée à la fois au motard et à la mafia, a été abattu ce matin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Non seulement le meurtrier l'a ciblé en plein jour dans un stationnement bondé, mais il n'a pas hésité à tirer en présence de sa conjointe et de leur bébé de quelques jours seulement. Quant au suspect, il est toujours au large. Le 20 novembre 2023, Gregory Woolley, figure emblématique du crime organisé montréalais, est abattu dans une exécution froide et méthodique. Le meurtre a lieu en pleine rue, devant sa fiancée et leur nouveau-né, une violation flagrante du code tacite de la pègre qui interdit de telles violences devant des proches. Cet acte brutal marque une escalade sans précédent dans la violence qui gangrène le milieu criminel. Les détails de la scène révèlent une opération minutieusement planifiée. À bord d'un SUV noir, les assaillants tirent 7 balles, dont 6 atteignent Woolley. Quelques minutes plus tard, le véhicule est retrouvé incendié à Pointe-Saint-Charles, près de l'ancien clubhouse des Rockers, un rappel sinistre de ses liens avec ce club-école des Hells Angels. Cette attaque, menée avec une précision implacable, soulève de nombreuses questions.
Les autorités suspectent une conspiration impliquant des rivaux agacés par l'influence croissante de Woolley, qu'il s'agisse de gangs de rue, des Hells Angels ou de la mafia italienne. L'identité des commanditaires reste cependant floue, alimentant les spéculations. Vendetta personnelle, purge interne ou messages sanglants envoyés par des factions dissidentes? Au-delà de l'acte de violence, cet assassinat marque la fin d'une ère. Woolley, qui avait longtemps maintenu un fragile équilibre entre des forces rivales, succombe finalement aux tensions qu'il avait cherché à maîtriser. Son meurtre, survenu dans un cadre aussi public, illustre l'effondrement d'un système qu'il avait bâti et la chute inexorable d'un stratège autrefois redouté. La mort de Gregory Woolley laisse derrière elle plus de questions que de réponses, enveloppant cet acte brutal d'un voile d'incertitude. Comment cet homme, qui avait survécu à des décennies de guerres sanglantes, de trahisons et de coups de filet policiers, a-t-il finalement été éliminé de manière si publique et audacieuse? Les hypothèses abondent, chacune révélant une facette des complexités du crime organisé montréalais. Pour certains, il s'agit d'une vendetta personnelle. Woolley, en imposant sa domination sur les gangs de rue et en jouant un rôle central auprès des Hells Angels et de la mafia italienne, avait accumulé autant de respect que de rancune. Des figures comme Chénier Dupuis et d'autres chefs évincés pourraient incarner un passé tumultueux revenu pour le hanter. D'autres estiment que cet assassinat dépasse le simple règlement de compte. Il pourrait être un message envoyé par des factions dissidentes ou émergentes, prêtes à redéfinir l'équilibre des pouvoirs dans un paysage criminel de plus en plus instable. Woolley, en tant que pivot central de ces alliances fragiles, était peut-être devenu un obstacle pour ceux cherchant à redistribuer les cartes du crime organisé montréalais. Une troisième hypothèse évoque les dangers de tout savoir. La position de Woolley, au carrefour des plus grandes organisations criminelles, faisait de lui une menace potentielle en cas de capture prolongée ou de défection. Son élimination aurait ainsi pu servir à protéger des secrets compromettants que seule sa mort pouvait définitivement enterrer. Quelle que soit la vérité, la disparition de Gregory Woolley marque la fin d'une ère et ouvre la porte à une lutte féroce pour le contrôle d'un empire qu'il avait bâti avec une précision redoutable. Si les autorités espèrent que cette instabilité affaiblira les réseaux criminels, l'histoire montre que de nouveaux acteurs ambitieux surgissent toujours pour combler le vide laissé par un chef disparu. L'absence de Woolley promet une redistribution acharnée des pouvoirs dans des territoires stratégiques comme Saint-Michel et Hochelaga-Maisonneuve. Sa mort, bien qu'elle symbolise la chute d'un stratège redouté, n'est qu'un chapitre de plus dans l'histoire tumultueuse du crime organisé montréalais. Un chapitre qui, loin de fermer le livre, annonce une nouvelle ère de conflits, d'ambition et de rivalité.